Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on parle d'affaires internationales avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. On est à 2 semaines jour pour jour des élections américaines. Pardon? Pile poil, oui. Pile poil, oui. Et il y a toutes sortes de momentum dans une campagne. Il y a eu le momentum à un point à l'été où on pensait que c'était fait pour Trump. Et tout à coup, l'arrivée de Mme Harris qui remplace Biden, on pensait que c'était fait pour Mme Harris. Sauf que quand on arrive à 2 semaines du vote, là, on arrive dans un momentum qui est un petit peu plus proche de l'acte, là, un petit peu plus proche de l'irréversible. Et là, on sent bien le balancier revenir pour Donald Trump. Qu'est-ce que tu as vu au cours des dernières heures? Des sondages, notamment? Alors, je fais attention, évidemment, avec les sondages, parce que le seul qui compte, c'est celui que vont exprimer les Américains dans 2 semaines. C'est une banalité de le souligner, mais à répétition, on l'a vu. Non pas que les sondages ont tort, mais qu'on peut, à l'échéance, constater que le petit décalage mince, des fois, entre ce qui était projeté et ce qui arrive, fait toute la différence. Donc, je veux surtout pas Et parfois, Stéphane, expliqué par les taux de participation, c'est-à-dire que si tel ou tel groupe, les jeunes, les vieux, tel groupe sort voter ou reste à la maison, c'est ça que le sondeur, des fois, a de la misère à mesurer. Le sondeur, il sonde les opinions, mais les opinions de ceux qui vont pas poser le geste, vont pas cocher le bulletin. Mais c'est ça. Ça vaut rien, l'opinion de quelqu'un qui va pas voter, là. Et en général, une opinion, ça vaut pas grand-chose, mais la vérité du jour du vote fait toute la différence. Sinon que c'est déjà largement amorcé. Il y a 15 millions d'Américains qui se sont déjà prononcés parce que de plus en plus, en fait, depuis les élections de 2020, la donne électorale a substantiellement changé. Ça a d'ailleurs joué de sérieux tours à Donald Trump et aux républicains en 2020 qui décourageaient leurs électeurs d'aller voter par correspondance en disant qu'il y avait de la manipulation possible. Il se trouve que les démocrates se sont beaucoup mieux organisés et c'est ce qu'on voit qui a finalement fait la différence, parce que quand on s'est tous couchés lors des élections, ça favorisait M. Trump et plus on dépouillait les votes, les bulletins de vote qui avaient été envoyés par la poste, plus c'est les démocrates qui reprenaient l'avance et M. Biden. Et aujourd'hui, j'imagine que les républicains ont fait un peu leur devoir et seront mieux préparés qu'ils ne l'étaient, mais on sait que 15 millions d'Américains se sont déjà prononcés. C'est signe qu'il y a une mobilisation, c'est pas rien. Et ce qu'on voit dans les sondages, 3 sondages nationaux qui ont été publiés au cours des derniers jours. Il faut faire attention encore une fois. Le premier, c'est Fox. Alors, on dira c'est un acteur intéressé. C'est pas faux, c'est un acteur intéressé, mais qui donne... mais qui est quand même, au niveau sondage, assez fiable, là. Tu as parfaitement raison. Il faut faire la différence. Ouais, c'est ça. Il faut faire la différence entre le chroniqueur en ondes qui a un penchant républicain, puis le sondeur qui a quand même une réputation. Puis, en tout cas, moi, Fox, au niveau sondage, c'est assez fiable. C'est des gens sérieux. C'est des gens sérieux qui donnent à peu près 2 % d'avance dans les intentions nationales. C'est là que ça devient problématique pour les démocrates parce qu'on le sait, ça leur prend au niveau national une marge confortable de 3 à 4 % pour être capable de vraiment enfoncer le clou, compte tenu de ce que c'est un système qui a des ratés. La surreprésentation des démocrates, on l'a souvent dit, dans certains États, ne change rien aux résultats au collège électoral. Donc, il faut être vraiment très en avance pour les démocrates sur les intentions de vote nationales pour qu'ils puissent vraiment arriver à leur fin, parce que le collège électoral et sa logique favorisent les républicains, particulièrement dans ce cas-ci, Donald Trump. Donc, Fox, Atlas et Tip Insight, les 3 donnent une avance qui est plus qu'à la marge, 2 à 2,2 de point pour M. Trump. Ça laisse penser que les choses ont un peu changé au cours des dernières semaines. On en a souvent parlé à répétition, puis ça se manifeste aussi évidemment dans les fameux États clés, les 7 États pivots qui feront la différence dans 2 semaines, mardi prochain. Et alors, comment expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
je pense que c'est rien vraiment passé. Sinon, peut-être que si j'avais une métaphore de football à employer, Mme Harris, à ce jour, n'a pas réussi sa transformation. Elle a réussi très clairement à jouer bien, mais n'a pas fait le botté de transformation et de pas aller chercher les points supplémentaires qui sont nécessaires pour se donner la marge dont elle aurait besoin aujourd'hui. Plus encore, parce qu'on parle de sondage, moi je vais te parler d'un sondage dont tu n'as probablement rien entendu à ce jour, qui était publié, je pense, en début de semaine dernière, Gallup, maison de sondage respectable, qui chaque année fait le même exercice. Elle sonde les cœurs et les reins des Américains sur la confiance qu'ils ont dans les médias et les médias, disons, traditionnels. Puis je pense qu'il y a un lien de cause à effet à faire entre le succès de M. Trump, ses stratégies, et le lien qu'on peut établir avec ce sondage qui nous apprend quoi? Que 69% des Américains, je répète, 69%, plus de 2/3 des Américains, quand on leur demande si vous avez confiance dans les médias traditionnels, vont répondre catégoriquement non ou un peu. 8% des répondants. 8%, je le souligne, c'est énorme et ça annonce peut-être des lendemains extrêmement difficiles après les élections quand ces mêmes médias vont nous rapporter ce qui s'est passé. Donc, 8% des Américains font parfaitement ou à peu près confiance aux médias dits traditionnels. Je pourrais te donner une liste de raisons qui expliquent ça, mais ça n'a pas tellement d'importance, sinon que pour M. Trump, c'est devenu, je crois, un effet de levier, c'est-à-dire qu'il livre campagne. Là aussi, on en a parlé quelques fois depuis quelques semaines, évidemment contre son adversaire, Mme Harris, contre une partie du Parti républicain, et ça fait son affaire parce que ça lui permet, lui, de revendiquer son statut d'outsider, de politicien pas comme les autres, et il livre un combat sans merci contre les médias traditionnels, les prend à rebrousse-poil, les attaque, les montre du doigt, et à chaque fois, on se dit, mais c'est pas habile, et regarde le résultat dans les médias, il passe pour fou. Et moi, je pense qu'à chaque fois que ces médias, en lesquels les Américains n'ont pas confiance, soulignent le caractère débile du personnage, lui a l'impression de marquer des points. Je laisserai donc aux résultats électoraux dans 2 semaines le soin de nous dire s'il y a eu raison ou tort. Et je te donne un exemple, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, il y a à peu près 15 jours, tout le monde s'est emballé pour dire que Donald Trump avait fait à Détroit une erreur majeure en disant... Parce qu'il a attaqué Détroit à Détroit, là. Il a attaqué Détroit à Détroit, mais il faut voir comment ça s'est passé. Puis je ferai un parallèle avec Montréal. Il a dit aux gens qui étaient devant lui, est-ce que l'on veut que le reste des États-Unis ait l'air de Détroit? Et là, tout le monde a dit, mais c'est épouvantable. Il s'est attaqué aux gens de Détroit, à la fierté des gens de Détroit, a fait une erreur qui ne devrait jamais être faite parce qu'on tient pour acquis que les politiciens sont des démagogues et que jamais ils vont montrer le réel pour ce qu'il est. Détroit, c'est pas un succès urbain. Détroit, c'est pas nécessairement la ville qu'on présente aux gens qui débarquent aux États-Unis pour la première fois en leur disant, regardez, c'est un écrin de beauté, c'est l'incarnation du succès américain. Ce n'est pas ça. Moi, je suis jamais allé à Détroit. On dit qu'il y a une petite renaissance là, depuis quelques années quand même. Mais je suis pas allé. C'est pas faux. Ouais. Mais tu sais, pour qu'il y ait une petite renaissance, il faut qu'il y ait eu une sacrée destruction. Et il y a eu une sacrée destruction. Et si tu avais le choix puis que je te donnais une subvention pour aller vivre à Détroit ou pas de subvention pour aller vivre en Virginie ou peut-être à Washington ou ailleurs, je pense que ton choix serait... Stéphane, je me souviens de reportages où à Détroit, on fermait des quartiers. On dépluguait l'aqueduc, des quartiers résidentiels. Exactement. On n'a jamais même vu ça, je pense, au Québec. Ben, peut-être dans des villes minières du Nord, mais tu dis, OK, t'as des banlieues ou des quartiers de la ville que tu fermes l'aqueduc. Je me souviens d'une histoire de quelqu'un qui il tenait à sa maison. Donc, on fermait son quartier, puis il tenait à sa maison. Et on lui a dit, ben, il faudra que tu te fasses creuser un puits. Parce qu'on maintient plus. On maintient plus l'aqueduc. Dans ton coin, on maintient plus l'aqueduc. Il n'y a plus de monde qui reste là. Mais si tu veux rester, pas de problème. La rue va rester. Garde ta maison. Fais-toi creuser un puits. Alors, c'est Détroit, puis c'est vrai aussi qu'il y a une renaissance et qu'après la destruction, il y a plein de possibles. Et il y a des initiatives extraordinaires. C'est une ville que j'aime plutôt. Je suis allé quelques fois. Mais est-ce que c'est l'exemple de la vitalité urbaine américaine? Je ne le crois pas. Et Donald Trump, en faisant ça, donc, on dit, a commis un impair, a commis une bourde, mais peut-être que dans les faits, il a simplement montré le réel à des gens qui vivent à Détroit, qui disent, est-ce qu'on souhaite aux États-Unis en entier de vivre dans quelque chose qui ressemble à Détroit? Puis la réponse, c'était probablement non. Politicien qui viendrait à Montréal en disant, est-ce qu'on veut que le Québec ait
le teint orangé des comptes de Montréal? Est-ce qu'on veut que l'ensemble du Québec soit aussi bien organisé que Montréal? Est-ce que les Montréalais tous seraient indignés en pistolet ou on dirait, ben c'est vrai qu'on ne souhaite pas, alors tu me diras, il n'y a pas de ville comparable à Montréal, mais s'il y en avait, est-ce qu'on souhaiterait une ville de ressembler à Montréal? Franchement, la réponse est non. Mais la réponse, c'est qu'une fois qu'on l'a dit, on a reproché systématiquement à Donald Trump d'avoir été épais, d'avoir été le gros niaiseux qui avait fait une bourde parce qu'il avait insulté les gens. Or, peut-être qu'ils n'ont pas été insultés, mais c'est le message que tu as lu dans la plupart des journaux, sans d'ailleurs qu'on comprenne exactement quelle était la teneur de l'insulte. Et je reviens à ce qu'on disait, est-ce que ça a été payant de prendre à rebrousse-poil les médias traditionnels pour M. Trump? Je ne porte pas de jugement sur ce que ça signifie. Je ne porte pas de jugement sur le fait que ça va créer des problèmes à terme. Je reviens sur le lendemain des élections. S'il perdait par une mince marge, je pense que cette absence de confiance dans les médias traditionnels qui vont rapporter la nouvelle va être fichument problématique. Donc, personne ne gagne au change. Mais la stratégie à ce jour, je pense qu'elle a été efficace pour le principal intéressé. Et on pourrait parler, on y reviendra, sur le sexe d'un golfeur, M. Palmer, dont il s'est amusé à dire qu'il était plus gros que celui de certains autres. Et là, tout le monde a dit, mais il est débile. Puis, sincèrement, j'ai jamais entendu une affaire comme ça en politique. Mais ça participe aussi d'une stratégie. C'est qu'il parle aux jeunes hommes, il parle à des électeurs masculins qu'il veut justement mobiliser. Alors, tu me diras en quoi il y a un lien de corrélation à faire. Ça m'échappe, mais c'est pas par hasard qu'il l'a fait. Sauf que ça circule sur les réseaux sociaux. C'est toujours ça, faire parler de soi. Tout ce qu'il fait circule sur les réseaux sociaux. Le McDo, Arnold Palmer, c'est complètement fou. Stéphane, merci. À demain.